Abonnez-vous à Confessions interdites. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle Morgane Dumont, j'ai 32 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire. Il y a 3 semaines, au mariage de ma sœur, devant 200 invités, elle a saisi le micro et a dit « Ma sœur est une mère célibataire, dont personne ne veut. » La salle a ri. Ma mère est intervenue depuis sa table, c'est un produit d'occasion. Mon père a couvert sa bouche pour cacher son sourire narquois. Mon fils de 5 ans, Léo, était assis juste à côté de moi, sa petite main serrant la mienne, les yeux écarquillés de confusion en regardant tout le monde rire de sa mère. Mais il y a une personne qui n'a pas ri. Et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. Avant que je vous raconte la suite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement entendre cette histoire. D'où regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire et dites-le moi. Pour comprendre comment on en est arrivé là, je dois commencer par le début. En grandissant dans notre maison bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye, j'ai appris très tôt qu'il y avait 2 types de filles dans la famille Dumont. La princesse et la bête de somme. Viviane était la princesse. 4 ans plus jeune, blonde comme notre mère, avec ce genre de charme inné qui faisait oublier aux professeurs les devoirs en retard et aux garçons les autres filles. Dès qu'elle a su marcher, elle était le petit ange à son papa et la copie conforme de maman. Moi, j'étais la responsable, ce qui, dans le code de la famille Dumont, signifiait que j'étais celle qui n'avait pas besoin d'attention parce que je pouvais me débrouiller seule. Quand le bal de fin d'année est arrivé, Viviane a eu une robe mage à 500 €, rose poudrée, perlée à la main, le genre de robe qui faisait halter les autres filles quand elle entrait dans la salle. Quand mon bal est arrivé 2 ans plus tôt, ma mère m'avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture et avait dit « Morgane, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es du genre simple. Ça te va bien. » J'ai porté une robe du rayon des fins de série aux Galeries Lafayette. 60 €. Je me souviens encore du prix parce que j'avais économisé mon argent de babysitting pour l'acheter moi-même. Nos chambres racontaient aussi l'histoire. Viviane avait la chambre d'angle avec le balcon donnant sur le jardin, des meubles blancs, des guirlandes lumineuses au plafond comme dans un magazine. Ma chambre était au bout du couloir, à côté du placard à balai, meublé avec des affaires d'occasion provenant de la succession de notre grand-mère. Je ne détestais pas Viviane pour tout ça. Comment aurais-je pu? Elle n'était qu'une enfant bénéficiant d'un système qu'elle n'avait pas créé. Mais il m'arrivait de me demander, tard le soir, ce que j'avais fait de mal. Quel défaut fondamental existait en moi pour que mes propres parents ne me voient pas? Je ne savais pas alors que ce schéma me suivrait jusqu'au jour de son mariage. J'ai rencontré Julien à 24 ans, lors de ma 2e année en tant qu'infirmière aux urgences à l'hôpital Foch. Il était représentant pharmaceutique. Charmant, confiant, le genre d'homme qui vous faisait sentir comme la seule personne dans une pièce bondée. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Mes parents ont assisté au mariage, mais ont passé la majeure partie de la réception à parler du prochain stage de Viviane dans une prestigieuse agence de relations publiques à Paris. Elle ira loin, ne cessait de dire ma mère aux invités. Mes 2 filles réussissent bien, mais Viviane, elle a quelque chose de spécial. Lors de ma propre réception de mariage, l'union s'est effritée plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Julien avait le don de me faire sentir petite, remettant en question mes choix, critiquant mon apparence, m'isolant de mes amis. Au moment où j'ai découvert qu'il couchait avec sa directrice régionale, j'étais enceinte de 7 mois et j'avais perdu la majeure partie de mon estime de soi. Le divorce a été finalisé quand Léo avait 14 mois. J'avais 27 ans, j'étais seul, je travaillais de nuit pendant que mon fils dormait dans une garderie qui facturait à l'heure. La réaction de ma mère à la nouvelle? Un long soupir suivi de « Je me suis toujours inquiété du fait que tu ne saches pas comment garder un homme heureux. Viviane ne laisserait jamais cela lui arriver. » Mon père n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. Viviane m'a envoyé un SMS une fois pendant toute cette épreuve. Ça craint, mais honnêtement, tu choisis toujours les mauvais gars. Et c'est peut-être une thérapie. Aucune offre d'aide. Aucune prise de nouvelles de Léo. Aucune reconnaissance du fait que je me noyais. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je me le disais chaque soir en réchauffant des nouilles instantanées après un quart de 12 heures, Léo endormi dans son berceau dans notre appartement exigu d'une chambre. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de traiter ma douleur comme un divertissement. Daniel Mercier est entré en scène 2 ans avant le mariage. Viviane l'avait rencontré lors d'un gala de charité, une soirée chic au profit des enfants placés en famille d'accueil.
Il était avocat spécialisé dans les droits des enfants, le genre à prendre des affaires bénévoles pour des familles qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat. Beau d'une manière calme, avec des yeux gentils et l'habitude d'écouter vraiment quand les gens parlaient. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un dîner de famille chez mes parents. Viviane sortait avec lui depuis 3 mois et voulait l'exhiber. Il m'a serré la main, a remarqué que Léo se cachait derrière mes jambes et s'est immédiatement accroupi à la hauteur du garçon. « Et bonhomme, j'aime ton t-shirt de dinosaure. C'est un T-Rex ?» Léo avait rayonné. Personne dans ma famille ne lui accordait jamais ce genre d'attention. Tout au long du dîner, j'ai surpris Daniel en train d'observer la dynamique familiale avec l'œil observateur d'un avocat. La façon dont ma mère redirigeait chaque conversation vers Viviane. La façon dont mon père riait aux blagues de Viviane mais reconnaissait à peine les miennes. La façon dont je débarrassais automatiquement la vaisselle pendant que Viviane restait assise à consulter son téléphone. Plus tard, alors que je chargeais ma voiture, Daniel est apparu à côté de moi. « Est-ce que ta famille te traite toujours comme ça ?» a-t-il demandé doucement. J'étais tellement surprise que j'ai failli laisser tomber le sac à langer de Léo. Comme quoi? Comme si tu étais invisible. Je me suis forcé à rire. C'est juste comme ça qu'on est. Viviane est la star. Je suis le second rôle. Il n'a pas ri, a juste hoché la tête lentement, quelque chose d'illisible dans son expression. Tu es une bonne mère, a-t-il dit. Léo a de la chance de t'avoir. Puis il est retourné à l'intérieur. Je n'ai pas compris pourquoi ces mots m'ont piqué les yeux, ni pourquoi, pendant des semaines après cela, je n'ai cessé de repasser cette brève conversation dans ma tête. L'invitation au mariage est arrivée dans une enveloppe crème avec une calligraphie dorée, si épaisse et coûteuse qu'elle ressemblait plus à une convocation royale qu'à une invitation. Viviane Marie Dumont et Daniel James Mercier sollicitent le plaisir de votre compagnie. Le lieu était le Georges V, un hôtel 5 étoiles à Paris avec une salle de bal qui avait accueilli des sénateurs, des célébrités et au moins un membre mineur d'une famille royale européenne. 200 invités. Budget estimé, 140 000 €, entièrement financé par mes parents. Pour le contexte, quand je me suis marié, mes parents ont contribué exactement à hauteur de 2 000 € et s'en sont plaints pendant des mois par la suite. L'invitation était assortie de conditions. Viviane m'a appelé 2 semaines avant le mariage. Morgane, je dois discuter de certaines choses. Bien sûr. Quoi de neuf? D'abord, s'il te plaît, porte quelque chose de discret. Des pastels ou des tons neutres uniquement. Je ne veux pas que quelqu'un détourne l'attention de moi. J'avais prévu de porter une robe vert foncé pour laquelle j'avais économisé. D'accord, je peux faire ça. Deuxièmement, elle a marqué une pause. Est-ce que tu es vraiment obligé d'amener Léo? Il a 5 ans. Il va probablement être difficile et gâcher la cérémonie. Viviane, je n'ai personne pour le garder. Julien n'est plus dans le tableau. Et c'est bon, m'a-t-elle coupé. Mais garde le calme et vous serez à une table au fond pour que tu puisses le sortir rapidement s'il fait une scène. Le matin du mariage, ma mère a appelé. Morgane, j'ai parlé avec le coordinateur de l'événement. Toi et le garçon êtes à la table 23, près de l'entrée de service. N'en fais pas toute une histoire. C'est le jour de Viviane et nous ne pouvons avoir aucune distraction. Distraction. C'est ce que mon fils de 5 ans était pour eux. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Le piège, le positionnement, l'orchestration minutieuse de mon humiliation. Mais je ne l'ai pas vu. Je voulais juste survivre à cette journée. La salle de bal du Georges V était époustouflante. Des plafonds vertigineux dégoulinant de lustres en cristal, des roses blanches tombant en cascade de chaque surface. Un quatuor à cordes jouant Vivaldi dans le coin. Le genre de mariage qu'on voit dans les magazines de mariés, le genre qui fait chuchoter aux invités à quel point le couple doit être chanceux. Je portais une robe de cocktail gris tourterelle que j'avais trouvée en solde. Modeste, oubliable, exactement ce que Viviane avait exigé. Léo était adorable dans son petit gilet bleu marine et son pantalon kaki, ses cheveux soigneusement peignés, serrant ma main alors que nous entrions dans cette grandeur écrasante. « Maman, c'est tellement joli », a-t-il chuchoté, les yeux écarquillés. « Oui, mon bébé. Trouvons notre table. » La table 23 était exactement là où ma mère l'avait promis. Nichée dans le coin le plus éloigné, à moitié cachée derrière un pilier, si proche des portes de la cuisine que je pouvais entendre le personnel de restauration crier les commandes.
Les autres invités à notre table étaient des cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être 2 fois dans ma vie. Personne de ma famille immédiate n'est venu nous saluer. J'ai regardé mes parents faire leur grande entrée. Ma mère en Valentino champagne, mon père dans un costume Armani parfaitement taillé. Ils parcouraient la salle comme des politiciens, embrassant, riant, acceptant les compliments sur leur belle-fille, leur fille singulière. Viviane est entrée 30 minutes plus tard dans une robe Vera Wang qui coûtait probablement plus que mon loyer annuel. Elle était radieuse, rayonnante, chaque centimètre la princesse qu'elle avait toujours été. Ses yeux m'ont trouvé à travers la pièce. Elle a souri, mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui a déjà gagné et qui veut que vous le sachiez. En chemin vers la table d'honneur, elle s'est arrêtée à la nôtre. Morgane, tu es venue. Bien sûr que je suis venue. Tu es ma sœur. Elle a jeté un coup d'œil à Léo, puis m'a regardé à nouveau. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit à propos de le garder calme. Puis elle est partie, avalée par une foule d'admirateurs. J'ai vu une notification s'afficher sur le téléphone de ma mère, laissée négligemment sur une table voisine. Tu te souviens du plan? Mon estomac s'est noué, mais je me suis dit que ce n'était rien. La cérémonie était magnifique. Viviane a pleuré délicatement, des larmes parfaites en échangeant ses vœux avec Daniel. Mes parents rayonnaient depuis le premier rang. Les invités tamponnaient leurs yeux avec des mouchoirs monogrammés. J'étais assise au fond, Léo sur mes genoux, et j'essayais de ressentir autre chose que du vide. Pendant le cocktail, le photographe a rassemblé la famille pour des portraits. J'ai commencé à me lever, lissant ma robe, quand ma mère est apparue avec un sourire crispé. Juste la famille immédiate pour cette série, Morgane. Les parents de la mariée. Je suis sa sœur. Nous faisons un groupe plus restreint d'abord. Tu comprends? Je comprenais. J'avais toujours compris. Léo a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi on ne peut pas être sur la photo? On prendra nos propres photos plus tard, mon chéri. Souris pour maman. J'ai levé mon téléphone et pris une photo de lui, essayant d'ignorer la brûlure derrière mes yeux. À la réception, j'ai regardé depuis notre table éloignée des tantes et des oncles que je connaissais depuis toujours s'approcher de la table d'honneur pour féliciter Viviane et Daniel. Pas un seul d'entre eux ne s'est arrêté pour me dire bonjour. Morgane, c'est toi? Tante Laurence, la sœur de ma mère, s'est arrêtée en allant au bar. Elle avait l'air mal à l'aise. Je ne t'avais presque pas vu ici au fond. Le plan de table est créatif, ai-je dit, forçant la légèreté dans ma voix. Elle a jeté un coup d'œil vers la table d'honneur, puis vers moi. Quelque chose comme de la culpabilité a traversé son visage. Patricia a toujours eu ses préférences. Je suis désolé, ma chérie. Avant que je puisse répondre, elle était partie. J'ai remarqué Michael, l'ami de Daniel, installant son téléphone sur un petit trépied au bord de la piste de danse, orienté vers la scène. Probablement une diffusion en direct pour les parents qui ne pouvaient pas être présents. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là. Je n'avais aucune idée que ce téléphone deviendrait le témoin le plus important de ce qui allait se passer ensuite. Le tintement des couverts contre le cristal a réduit la salle au silence. Le maître de cérémonie, un homme soigné dans un costume 3 pièces, s'est approché du micro. Mesdames et messieurs, la mariée aimerait dire quelques mots. Des applaudissements ont parcouru la salle de bal alors que Viviane se levait de son siège, radieuse sous la lueur d'une douzaine de projecteurs. Elle a pris le micro avec une aisance expérimentée, son bracelet Cartier accrochant la lumière. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé, sa voix douce comme le miel. C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis tellement reconnaissante de le partager avec tous ceux que j'aime. Elle a souri à Daniel, qui la regardait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. D'abord, je veux remercier mes incroyables parents. Maman, papa, vous m'avez tout donné. Votre amour, votre soutien, votre confiance en moi. Je suis qui je suis grâce à vous. Ma mère a pressé une main sur son cœur, les larmes montant déjà. Mon père a hoché la tête fièrement. Et je veux parler de la famille, a continué Viviane, son ton changeant légèrement, de ce que signifie vraiment la famille. Des leçons que j'ai apprises en observant tout le monde. Ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi. La chaleur de son expression s'est refroidie. Surtout ma sœur. Léo s'est redressé à côté de moi. Maman, tante Vive parle de toi. Je sais, bébé.
Chut. Mais quelque chose dans le sourire de Viviane m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'affection. Ce n'était pas de la gratitude. C'était de l'anticipation. Morgane, pourrais-tu te lever? A appelé Viviane, sa voix amplifiée rebondissant sur les lustres. Je veux que tout le monde te voie. 200 visages se sont tournés vers notre table d'angle. Mes jambes semblaient remplies de béton, mais je me suis levé. Léo m'a regardé, confus. La voilà, a dit Viviane, son sourire s'élargissant. Ma grande sœur, celle qui m'a appris tant de leçons précieuses sur la vie. Voyez-vous, ma sœur Morgane est une mère célibataire. Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et délibérés. Quelques invités ont bougé, mal à l'aise. Le sourire de Viviane n'a pas vacillé. Elle s'est mariée jeune, a eu un bébé, et puis, eh bien, les choses n'ont pas marché. Elle a incliné la tête avec une fausse sympathie. Son mari l'a quittée. Il ne pouvait pas supporter ça, je suppose. Et maintenant, elle est seule. Des rires nerveux épars dans la foule. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Ma sœur est celle dont personne ne veut, a continué Viviane, sa voix portant un soupir théâtral. Aucun homme ne veut d'elle. Je veux dire, pouvez-vous les blâmer? Elle a des bagages maintenant. Un gosse, des factures, tout ce bazar. Plus de rire. Plus audacieux cette fois. Quelques amis de promo de Viviane à une table voisine gloussaient dans leur champagne. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer. Puis, de la table d'honneur, la voix de ma mère a retenti, claire comme une cloche. C'est un produit d'occasion. La salle a explosé. 200 personnes riant, ma mère riant, mon père couvrant sa bouche, les épaules secouées par un amusement à peine contenu. J'ai baissé les yeux vers Léo. Son petit visage était chiffonné par la confusion, ses yeux passant de moi à la foule riante. Maman. Sa voix était minuscule, effrayée. Pourquoi tout le monde rit de toi? Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge s'était complètement fermée. J'ai vu les notes dans la main de Viviane, dactylographiées, préparées, répétées. Ce n'était pas une blague spontanée. C'était planifié, scénarisé, une attaque coordonnée déguisée en discours de mariage. Mais vous savez ce que Viviane disait? Surfant sur la vague de rire. Morgane m'a appris une leçon précieuse. Elle m'a montré exactement ce qu'il ne faut pas faire de sa vie. Donc vraiment, je devrais la remercier. Elle a levé sa coupe de champagne vers moi. À Morgane, mon exemple à ne pas suivre. Les invités ont levé leurs verres. Certains riaient encore. D'autres semblaient mal à l'aise, mais ne disaient rien. Et mon fils de 5 ans regardait sa mère devenir l'objet d'une blague. Viviane n'avait pas fini. Vous savez, en grandissant, tout le monde demandait toujours pourquoi Morgane et moi étions si différentes. Elle a posé son champagne, arpentant la scène comme une artiste, trouvant son rythme. Mêmes parents, même maison, mêmes opportunités. Mais Viviane a réussi, et Morgane, eh bien. Elle a fait un geste vague dans ma direction. Je me sentais mal à ce sujet. Pauvre Morgane, toujours en train de galérer. Pauvre Morgane, ne peut pas garder un homme. Pauvre Morgane, coincée dans ce triste petit appartement avec sa triste petite vie. Ma mère acquiesçait, tamponnant ses yeux, mais ce n'était pas des larmes de sympathie. C'était des larmes de rire. Mais ensuite j'ai réalisé, a continué Viviane, certaines personnes sont juste destinées à être des avertissements, pas des exemples. Et ma sœur, c'est le meilleur avertissement que je pouvais demander. Applaudissements. De vrais applaudissements. J'ai senti la main de Léo se serrer autour de la mienne. Tout son corps tremblait. Maman, je veux partir, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Je sais, bébé. Je sais. Mais mes jambes ne voulaient pas bouger. J'étais figé, cloué sous le poids de 200 regards jugeurs, du rire cruel de ma mère, du silence complice de mon père. C'était le fond du gouffre. Je pensais que c'était le point le plus bas. J'avais tort. Viviane a levé son verre à nouveau. Honnêtement, maman a raison. Morgane est un produit d'occasion, une marchandise abîmée. Mais bon, elle a haussé les épaules avec une innocence théâtrale. Au moins, elle est là pour voir comment se termine une vraie histoire à succès. Les rires ont enflé et puis. Du mouvement à la table d'honneur. Daniel a reculé sa chaise.
Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient fixés sur la petite forme tremblante de Léo pressée contre mon flanc. Pendant un moment, j'ai cru qu'il partait, qu'il quittait son propre mariage. Au lieu de cela, il a marché directement vers la scène, vers Viviane, vers le microphone. Les rires ont faibli, puis se sont éteints. Personne ne savait ce qui allait se passer, y compris moi. Daniel avançait avec détermination, ses chaussures Richelieu cirées claquant contre le sol en marbre dans le silence soudain. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les invités se sont figés au milieu d'une gorgée, d'un rire, d'un chuchotement. Le sourire confiant de Viviane a vacillé. « Daniel, bébé, qu'est-ce que tu… » Il n'a pas répondu. Ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient verrouillés sur notre table, sur Léo. Mon fils avait enfoui son visage contre ma hanche, ses petites épaules secouées par des sanglots silencieux. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait de sa maman. Il savait juste que ça faisait mal. Daniel a vu cela et quelque chose dans son expression s'est durci comme de l'acier. Il a atteint la scène en s'y enjambé. Viviane tenait toujours le micro, son sourire figé dans la confusion. « Daniel, assieds-toi. » Je n'ai pas fini mon. Il lui a pris le micro des mains, ne l'a pas arraché, ne l'a pas saisi violemment, l'a juste retiré calmement, fermement de sa prise, comme on confisque un objet dangereux à un enfant. « Daniel. » La voix de Viviane est montée dans les aigus, alarmée. « Qu'est-ce que tu fais ?» La salle de bal était devenue complètement silencieuse. 200 personnes retenant leur souffle. J'ai vu ma mère se lever à moitié de son siège, son visage passant par la confusion, la colère et la peur. Daniel a porté le microphone à ses lèvres. « Je m'excuse pour l'interruption, » a-t-il dit, sa voix stable et claire. « Mais il y a quelque chose que je dois dire. » Il s'est tourné pour me regarder. Me regarder vraiment. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais directement moi. Puis il s'est retourné pour faire face à la foule. J'ai passé 2 ans à observer comment cette famille traite Morgane Dumont. 2 ans de dîner où elle est ignorée. 2 ans de fête où elle est exclue. 2 ans à la regarder être traitée comme moins que rien par les gens qui sont censés l'aimer. Viviane a attrapé son bras. « Daniel, arrête. Tu m'embarrasses. » Il s'est écarté de son contact. « Non, Viviane, tu as fait ça toute seule. » La voix de Daniel portait à travers la salle de bal silencieuse, stable comme la plaidoirie finale d'un procès. Je suis un avocat pour les droits des enfants. J'ai consacré ma carrière à protéger les enfants des traumatismes familiaux, des environnements qui les abîment, des adultes qui devraient savoir mieux faire. Il a pointé du doigt notre table, vers Léo, toujours pressé contre ma jambe, tremblant encore. Ce petit garçon a 5 ans. 5 ans. Et tu viens de lui faire regarder 200 adultes rire de sa mère. Tu l'as appelé dont personne ne veut. Tu l'as appelé un marchandise abîmée. Tu l'as appelé produit d'occasion. Sa voix s'est brisée sous une fureur à peine contenue. Devant son enfant. Silence. Un silence absolu et retentissant. Le visage de ma mère était devenu pâle. Mon père fixait son assiette. J'ai passé toute ma vie à me battre contre exactement ce genre de cruauté, a continué Daniel. Et je ne deviendrai pas, je ne peux pas devenir membre d'une famille qui l'inflige. Il s'est tourné vers Viviane. Elle était figée, son maquillage parfait soudainement criard sous les lumières crues, sa façade soigneusement élaborée s'effondrant en temps réel. « Daniel, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté, le microphone captant chaque mot. « Tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. » « Une blague ?» Son rire sonnait creux. « Tu as planifié ça. Tu as répété ça. Tu as transformé la douleur de ta propre sœur en divertissement. » Il a reculé d'elle, créant un gouffre visible entre eux. « Je ne peux pas t'épouser, Viviane. Je ne le ferai pas », le halètement collectif de 200 invités était audible. Et encore une chose, les yeux de Daniel ont trouvé le téléphone de Michael enregistrant toujours sur son trépied. Mon cousin Michael a diffusé cette réception en direct pour les membres de la famille à Nice qui ne pouvaient pas être présents. Environ 50 personnes ont été témoins exactement du genre de famille dans laquelle j'ai failli me marier. Il a posé le microphone sur la scène avec un bruit sourd. « Je suis désolé pour la perturbation de votre soirée », a-t-il dit aux invités stupéfaits. « Le bar est toujours ouvert. Profitez-en. » Puis il est descendu de la scène. Le barrage a cédé.
Morgane. Ma mère était debout, sa robe Valentino tourbillonnant autour de ses chevilles alors qu'elle fonçait vers notre table. Son visage était tordu par la rage. Pas contre Viviane, pas contre elle-même, mais contre moi. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé, pointant un doigt manucuré dans ma direction. « Qu'est-ce que tu as dit à Daniel ? Tu as gâché le mariage de ta sœur. »« Maman, je n'ai rien fait. Tu as toujours été jalouse d'elle. » La voix de ma mère est montée jusqu'à un hurlement qui a fait taire les murmures timides commençant à onduler dans la foule. « Tu ne pouvais pas supporter de la voir heureuse, n'est-ce pas ? Tu as dû empoisonner Daniel contre elle. » Viviane s'était effondrée sur sa chaise à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues. Son moment de triomphe soigneusement construit s'était brisé en un cauchemar très public. Mon père est apparu aux côtés de ma mère, son expression dure. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Morgane ? » Dans notre dos. « Qu'est-ce que tu as dit ? » Je ne lui ai rien dit. Je lui ai à peine parlé. Menteuse. La voix de Viviane a traversé la salle de bal. Elle était debout maintenant, sa robe Vera Wang semblant se moquer du désastre qui se déroulait autour d'elle. Tu as essayé de le monter contre moi depuis le premier jour. Tu ne pouvais pas me laisser avoir une seule chose, n'est-ce pas ? Une journée parfaite. J'ai senti le récit changer en temps réel. Les invités qui riaient il y a quelques minutes me regardaient maintenant différemment. Pas avec sympathie, mais avec suspicion. Elle a dû faire quelque chose. Peut-être que la sœur a provoqué ça. Pauvre Viviane. Je le voyais se produire. La réécriture de l'histoire juste sous mes yeux. En quelques minutes, j'étais passé de victime à méchante dans l'esprit de 200 témoins. Et j'ai réalisé que si je ne partais pas tout de suite, ce serait mon héritage. La sœur jalouse qui a détruit le mariage de sa sœur pour toujours. Si vous avez déjà été dans une situation où l'on vous a blâmé pour quelque chose que vous n'aviez pas fait, où les gens ont déformé la vérité pour faire de vous le méchant, commentez, je comprends. Comme ça, je sais que je ne suis pas seul là-dedans. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, aimez cette vidéo. C'est comme ça que vous me dites que cette histoire vaut la peine d'être terminée. Maintenant, revenons à cette salle de bal. J'ai baissé les yeux vers Léo. Son visage était rouge et tacheté d'avoir pleuré. Ses petites mains étaient serrées en poing contre sa poitrine. Il essayait si fort d'être courageux, de comprendre pourquoi le monde était soudainement devenu si bruyant, en colère et effrayant. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pendant 32 ans, j'avais été celle qui restait silencieuse. Celle qui maintenait la paix. Celle qui absorbait chaque affront, chaque insulte, chaque moment où l'on m'ignorait. Parce que se battre ne valait pas le drame. Mais ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de mon fils regardant sa mère se faire déchiqueter sans rien faire. Je me suis levé, pas de façon dramatique, pas avec défi, je me suis juste levé. J'ai lissé ma robe grise, soulevé Léo dans mes bras. Je n'ai rien dit à Daniel, ai-je dit, ma voix calme et claire. Je n'en ai pas eu besoin. Il a des yeux. Il vous a regardé me traiter comme une ordure pendant 2 ans, et ce soir il a finalement décidé qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson. Tu mens, a craché Viviane. Tu as toujours été jalouse, Morgane, depuis qu'on est gamine. Tu ne supportes pas que je sois meilleur que toi. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Quel était le but ? Au lieu de cela, je me suis tourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, perçante de désespoir. Morgane, reviens ici et excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Je ne me suis pas retourné. Léo a enroulé ses bras autour de mon cou, sa joue humide pressée contre la mienne. Maman, a-t-il chuchoté. On rentre à la maison ? Oui, bébé. Bien, une pause. Je n'aime pas ici. Je sais, mon chéri. J'ai embrassé son front alors que les portes de la salle de bal se profilaient devant nous. Moi non plus. La marche de la table 23 à la sortie de la salle de bal faisait environ 12 mètres. Elle a semblé en faire 40. J'ai gardé le dos droit, mais pas mesuré. Léo s'accrochait à moi, son visage caché contre mon épaule. Autour de nous, 200 invités étaient assis dans un silence stupéfait, regardant le drame se dérouler comme une performance de théâtre vivant pour laquelle ils n'avaient pas payé. J'ai vu Daniel debout près de la porte. Il ne fuyait pas la scène.
Il attendait. Quand je l'ai atteint, il s'est avancé, bloquant le chemin juste assez longtemps pour parler. Morgane. Sa voix était calme, destinée uniquement à moi. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû. Ne t'excuse pas. J'ai changé Léo de côté sur ma hanche. Tu viens de sauver mon fils de voir sa mère humiliée sans que personne ne s'en soucie. C'est plus que ce que quiconque dans ma propre famille n'a jamais fait. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite. Papier cartonné blanc simple, texte noir professionnel. Daniel Mercier, avocat à la cour, droit de la famille et des enfants. Si tu as besoin de quoi que ce soit, une aide juridique, une référence, quoi que ce soit, appelle-moi. Pro bono. Je suis sérieux. J'ai pris la carte et l'ai glissée dans mon sac à main. Merci. Pour Léo. Derrière nous, je pouvais entendre la voix de Viviane monter en hystérie. Ma mère essayant de la calmer. Mon père donnant des ordres secs à l'organisateur de mariage désemparé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les portes ornées vers le couloir de l'hôtel, mes talons claquant sur le sol en marbre. Léo a levé la tête alors que le bruit de la salle de bal s'estompait derrière nous. Maman, tu es triste? J'ai réfléchi à la question. J'y ai vraiment réfléchi. Non, bébé, je ne suis pas triste. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai réalisé que je ne mentais pas. Que dirais-tu de crêpes quand on rentrera à la maison? Son visage s'est illuminé. Avec des pépites de chocolat. Toutes les pépites de chocolat que tu veux. Le temps que je donne le bain à Léo, que je le nourrisse et que je le mette au lit avec son dinosaure préféré, mon téléphone avait accumulé 47 appels manqués, 31 de ma mère, 12 de Viviane, 4 de mon père. J'ai fait défiler les SMS assises au bord de mon lit, toujours dans ma robe grise, portant toujours le maquillage que j'avais si soigneusement appliqué ce matin-là. Maman, 22h47, tu as tout gâché. Appelle-moi maintenant. Maman, 22h52, Viviane est hystérique. Daniel est parti. C'est entièrement de ta faute. Maman, 23h15, ne t'avise pas de m'ignorer, Morgane Elisabeth Dumont. Viviane, 23h23, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Tu as détruit ma vie. Papa, 23h45, ta mère est très contrariée. Tu dois l'appeler. J'ai posé le téléphone face contre terre sur ma table de nuit. Puis j'ai vu un message d'un numéro inattendu. Tante Laurence, la sœur cadette de ma mère, celle qui m'avait approché à la réception. Tante Laurence, minuit 2, Morgane, j'ai regardé le direct depuis le téléphone de Michael. Ma chérie, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que Patricia et Viviane étaient capables d'une chose pareille. J'ai honte de ma propre sœur en ce moment. S'il te plaît, sache que tu n'as rien fait de mal. Je suis là si tu as besoin de parler. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. C'était la première reconnaissance de quiconque dans ma famille, élargie ou autre, que ce qui m'était arrivé était mal, pas de ma faute, pas quelque chose que j'avais provoqué ou mérité. Mal. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée sont enfin venues. Des larmes silencieuses, le genre qu'on pleure quand on est soulagé et qu'on a le cœur brisé en même temps. Quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. Et ce simple SMS signifiait plus que 32 ans à espérer que ma propre mère le ferait. Les captures d'écran sont arrivées à 8h47 le lendemain matin. Sarah, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, avait envoyé un SMS à 3h du matin. Ne lis rien avant de m'appeler. Sérieusement, j'ai quelque chose que tu dois voir. Au moment où je me suis réveillé, Léo regardait joyeusement des dessins animés dans le salon. Il y avait 17 images en attente dans mes messages. Sarah les avait préfacées par « La fille d'un ami commun sort avec l'un de tes cousins ». Elle a vu le chat de groupe familial. Morgane, ils ont planifié ça. J'ai ouvert la première capture d'écran. C'était un chat de groupe intitulé Famille Dumont, sans Morgane. Un chat dont j'avais été retiré il y a 6 mois après avoir demandé pourquoi je n'étais pas invité au dîner du réveillon de Noël. Les messages dataient de 2 semaines avant le mariage. Viviane, je travaille sur mon discours. Je vais l'afficher devant tout le monde. Lui faire voir quelle déception elle est. Maman, ne va juste pas trop loin, ma chérie. On ne veut pas avoir l'air cruel. Viviane, maman, elle le mérite. Elle se pointe avec ce gosse comme si elle n'avait pas honte de ses choix de vie.
Quelqu'un doit la remettre à sa place. Maman, tu as raison. Elle a toujours été une honte. Rends juste ça drôle. Les gens adorent une bonne mise en boîte. Papa, ne me mentionnez juste pas dedans. Viviane, fais-moi confiance, elle ne dira rien en retour. Elle ne le fait jamais. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Il l'avait planifié, orchestré. Ma mère avait aidé à écrire le discours qui m'appelait un produit d'occasion devant 200 personnes. Et mon père calme et passif, avait su et n'avait rien dit. Le dernier message de Sarah disait « Je suis tellement désolé, Morgane, mais tu devais savoir. » Ce n'était pas spontané. C'était une attaque coordonnée. Elle avait raison. Je devais savoir parce que maintenant je comprenais qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je suis resté assise avec les captures d'écran pendant un long moment. Léo s'était endormi sur le canapé, épuisé par le chaos de la veille, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Je l'ai regardé dormir et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de clair, de froid et de définitif. Pendant 32 ans, j'avais couru après quelque chose qui n'existait pas. L'approbation de ma mère, l'attention de mon père, le respect de ma sœur. Je m'étais plié en 4 dans des formes impossibles, essayant de gagner un amour qui n'allait jamais venir. J'avais accepté des miettes en les appelant suffisantes. Je les avais laissées me traiter comme un bouche-trou, un personnage secondaire dans ma propre histoire de vie. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent planifier mon humiliation publique comme cadeau de mariage pour eux-mêmes. J'ai fermé les captures d'écran et ouvert un nouveau document sur mon téléphone. J'ai tapé 2 mots. Pas de contact. C'était ça. Pas de confrontation dramatique, pas d'appel téléphonique larmoyant exigeant des explications, pas de tentative de leur faire comprendre la profondeur de leur trahison. Juste rien. J'allais arrêter d'appeler, arrêter de me présenter aux événements familiaux où je n'étais invité que pour être ignoré. Arrêter d'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me regarderaient et verraient quelqu'un digne d'être aimé. Je n'allais pas l'annoncer. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'une scène qu'ils pourraient transformer en une preuve supplémentaire de mon instabilité ou de ma jalousie. J'allais simplement disparaître de leur vie comme ils l'avaient toujours voulu. Silencieusement, complètement, définitivement. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de ma mère. Je l'ai refusé et j'ai bloqué le numéro. Puis celui de Viviane, bloqué. Puis celui de mon père, bloqué. J'ai regardé Léo, dormant toujours paisiblement, et j'ai senti quelque chose d'inhabituel se détendre dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin, du soulagement. On va s'en sortir, bébé, lui ai-je chuchoté. Je te le promets. Ils se sont pointés 3 jours plus tard. Je rentrais juste du travail, Léo jacassant joyeusement à propos de la peinture au doigt qu'il avait faite à la garderie quand je les ai vus debout sur les marches de mon immeuble. Ma mère dans un manteau en cachemire, mon père dans sa tenue de golf habituelle, tous deux ayant l'air d'avoir pris un mauvais virage dans le mauvais quartier. Morgane. La voix de ma mère était glaciale. Nous devons parler. La prise de Léo s'est resserrée sur ma main. Maman, pourquoi grand-mère est là? Je ne sais pas, mon chéri. Va attendre à l'intérieur avec Madame Martin. D'accord, j'arrive tout de suite. Ma voisine âgée était déjà apparue sur le pas de sa porte, attirée par la tension dans le couloir. Elle m'a lancé un regard entendu et a tendu la main à Léo. Viens, chéri. Je viens de faire des cookies. Une fois qu'il a été en sécurité à l'intérieur, je me suis tourné pour faire face à mes parents. Tu as bloqué nos numéros, a dit ma mère, sa voix tremblant d'indignation. Après ce que tu as fait à ta sœur, tu nous as bloqués. Après ce que j'ai fait? Tu as empoisonné Daniel contre Viviane. Tu as détruit son mariage. Le lieu exige le paiement intégral. Les traiteurs ne rembourseront pas un centime. As-tu une idée de combien d'argent tu as coûté à cette famille? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un son sec et amer qui a fait tressaillir ma mère. Je n'ai rien fait, maman. Viviane s'est levée et m'a traité d'indésirable devant 200 personnes. Tu m'as traité de produit d'occasion. Daniel a pris sa propre décision basée sur ce dont il a été témoin. C'était une blague. Ma mère a levé les mains en l'air. Une blague inoffensive que tu as. Devant mon fils de 5 ans. Ma voix est tombée dans un calme dangereux. Vous m'avez humilié devant Léo. Il m'a demandé pourquoi tout le monde riait de sa maman.
Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans les yeux de ma mère. Quelque chose ressemblant presque à de la culpabilité, mais cela a disparu aussi vite que c'était venu. Viviane est dévastée, a insisté ma mère, sa voix s'adoucissant en ce qu'elle pensait probablement être une inquiétude maternelle. Daniel ne répond pas à ses appels. Les photos de mariage sont gâchées. Elle parle de thérapie, Morgane. Une thérapie. Ma petite fille. Alors la thérapie pourrait être exactement ce dont elle a besoin. Le visage de ma mère a rougi. Comment oses-tu, maman? J'ai levé la main. Je vais dire ça une fois et ensuite je veux que vous partiez. Elle s'est tue, le choc vacillant sur ses traits. En 32 ans, je ne l'avais jamais interrompu. Je n'ai pas empoisonné Daniel contre Viviane. Je lui ai à peine parlé. Il a fait son choix parce qu'il a vu comment cette famille me traite, comment vous me traitez, et il a décidé qu'il ne pouvait pas faire partie de ça. Je n'ai pas fini. Les mots sont sortis stables, inébranlables. Vous avez planifié ce discours. J'ai vu les captures d'écran du chat de groupe. Tu as aidé Viviane à décider exactement quoi dire. Tu savais qu'elle allait m'humilier, et tu l'as encouragée. Ma mère a pâli. Mon père a bougé mal à l'aise, soudainement fasciné par une éraflure sur le sol du couloir. Viviane pleure, ai-je continué. Bien. Peut-être que maintenant elle comprendra ce que ça fait. Je pleure depuis que j'ai 12 ans, essayant de comprendre pourquoi ma propre mère me regardait comme une déception. Morgane, ce n'est pas juste. Tu m'as traité de produit d'occasion, maman. Devant mon enfant, devant 200 personnes, et tu es là à me demander de m'excuser. Le silence s'étirait entre nous comme un gouffre. Je vous aime, ai-je dit doucement. J'ai passé toute ma vie à vous aimer et à espérer que vous m'aimeriez en retour. Mais je ne peux plus faire ça. Je n'élèverai pas Léo dans un environnement où il apprend que l'abus est acceptable s'il vient de la famille. J'ai fait un pas vers ma porte. S'il vous plaît, partez. Si vous avez déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un que vous aimiez, même quand cela vous brisait le cœur, commentez, limite. Comme ça, je sais que vous comprenez. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé ensuite, continuez à regarder parce que ce que je m'apprête à vous dire prouve quelque chose d'important. Parfois, partir est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Laissez-moi vous ramener dans ce couloir. Le visage de ma mère est passé par une douzaine d'émotions en 3 secondes, incrédulité, rage, blessure, calcul, avant d'atterrir sur son arme de choix, les larmes. Morgane, sa voix s'est brisée artistiquement. Tu vas le regretter. Quand je serai parti un jour, tu souhaiteras avoir été une meilleure fille. La culpabilisation. Du Patricia Dumont classique. Il y a 1 an, cela aurait fonctionné. Il y a 6 mois, cela m'aurait fait m'excuser. Même il y a 1 semaine, j'aurais pu hésiter. Mais c'était avant qu'elle ne rie de sa propre fille traitée de sans valeur. Avant qu'elle n'ajoute son propre couteau dans la plaie, avant que je ne regarde le visage de mon fils s'effondrer alors que sa grand-mère faisait de sa mère une blague. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que je regarderai en arrière et saurai que j'ai protégé mon enfant des mêmes dégâts que tu m'as fait. La porte de l'appartement de Madame Martin s'est ouverte. Léo a jeté un coup d'œil, des miettes de cookies sur le menton. Maman, tu viens? Je lui ai souri. Un vrai sourire, chaleureux et sûr. Oui, bébé. 1 minute. Ma mère s'est précipitée vers lui, les bras tendus. Léo, mon chéri, viens faire un câlin à grand-mère. Je me suis interposé entre eux, pas agressivement, mais fermement. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une gifle. C'est mon petit-fils, et c'est mon fils, et je décide qui a accès à lui. Mon père a finalement parlé, sa voix bourrue de malaise. Morgane, ta mère est contrariée. Calmons-nous tous et... Au revoir, papa. J'ai pris la main de Léo et l'ai guidé vers la porte de notre appartement. Au seuil, je me suis retourné une dernière fois. Ma mère pleurait. De vraies larmes maintenant, ou presque. Mon père se tenait impuissant à côté d'elle. Je ne fais pas ça pour vous punir, ai-je dit. Je fais ça parce que je comprends enfin que je mérite mieux que ce que vous m'avez donné. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La vidéo s'est répandue plus vite que ma mère ne pouvait la contenir. En 1 semaine, elle avait fait le tour de la famille Dumont élargie. Cousins, tantes, oncles, cousins issus de Germain que je n'avais jamais rencontrés,
passé comme une preuve dans un procès. Tante Laurence m'a appelé un mardi soir. Morgane, je viens de raccrocher avec ton oncle Robert à Lyon. Il a vu le direct. Il est. Eh bien, il a utilisé des mots que je ne répéterai pas à propos de ta mère et de Viviane. Je n'ai demandé à personne de la partager. Tu n'avais pas à le faire. Michael l'a envoyé à sa mère qui l'a envoyé à son club de bridge qui l'a envoyé à tout le monde. Ma chérie, tu sais comment fonctionnent les ragots de famille. Je savais. C'était le même réseau qui avait répandu des rumeurs sur mon divorce, mon échec à garder un mari, mon statut de déception familiale. Maintenant, ce réseau travaillait en ma faveur. Ta mère a essayé de m'appeler hier, a continué tante Laurence. Elle voulait que je l'aide à gérer le récit. Je lui ai dit que le récit s'était géré tout seul au moment où elle a ouvert la bouche devant 200 témoins et une caméra. Malgré tout, j'ai ressenti une petite étincelle inattendue de satisfaction. Comment va Viviane? Tante Laurence a hésité. Pas bien. Daniel a officiellement mis fin aux choses. Sa famille a renvoyé les cadeaux de fiançailles avec une lettre de leur avocat. Quelque chose à propos de différences de valeurs irréconciliables. Une courtoisie professionnelle enveloppant un rejet dévastateur. Et ma mère? Tante Laurence a soupiré. Elle appelle tout le monde pour essayer d'expliquer que c'était juste une blague qui a dérapé. Mais les gens ont vu la vidéo, Morgane. Ils l'ont entendu. Aucune quantité de baratin ne change ce dont ils ont été témoins de leurs propres yeux. J'ai pensé à ma mère, composant désespérément les numéros des parents, essayant de reconstruire une réputation qu'elle avait détruite en 30 secondes de cruauté jubilatoire. Laisse-la barbouiller, ai-je dit doucement. J'ai fini de m'expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre. Viviane a tenté de limiter les dégâts 2 semaines après le mariage. Elle a posté une longue déclaration sur Facebook, soigneusement formulée, professionnellement rédigée, probablement relue par un ami DRP. Je veux aborder le malentendu lors de mon mariage. Ce qui était censé être de l'humour familial léger a été sorti de son contexte par ceux qui ne comprennent pas notre dynamique. Ma sœur Morgane et moi avons toujours eu une relation ludique, et j'ai le cœur brisé qu'un moment familial privé ait été transformé en quelque chose de malveillant par des parties extérieures avec leurs propres agendas. Cela continuait sur 6 paragraphes, ne s'excusant jamais une seule fois, ne reconnaissant jamais une seule fois ce qu'elle avait réellement dit. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Viviane, j'ai vu la vidéo. Il n'y avait rien de ludique là-dedans. Tu as littéralement appelé ta sœur indésirable et ta mère l'a appelée une marchandise usagée. En quoi est-ce un malentendu? La vidéo circule toujours. Nous pouvons tous voir exactement ce qui s'est passé. Meuf, c'est pas ça. Assume ton erreur. Sarah m'a envoyé des captures d'écran de l'effondrement, bien que j'ai déjà mis en sourdine tout ce qui concernait ma famille. Elle se fait détruire, a envoyé Sarah. Ses collègues posent des questions. Quelqu'un a dit que son patron a convoqué une réunion sur la conduite professionnelle en dehors du lieu de travail. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Surtout, je me sentais fatigué. Quelques jours plus tard, j'ai entendu par tante Laurence que la mère de Daniel avait appelé ma mère directement. Elle a dit, et je cite ici, « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il se marie dans une famille de brutes. Vous devriez avoir honte de vous. » Madame Mercier, juge aux affaires familiales à la retraite, avait vu assez de dysfonctionnement dans sa carrière pour le reconnaître instantanément. Viviane avait perdu son fiancé. Sa réputation s'effondrait. Son travail était sous surveillance et je n'avais rien fait. Je n'en avais pas eu besoin. La vérité avait suffi. Daniel m'a appelé 3 semaines après le mariage. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro n'était pas enregistré dans mon téléphone, et j'étais devenue méfiante envers les appelants inconnus, mais quelque chose m'a fait décrocher. Morgane, c'est Daniel Mercier. Je me suis assise sur mon canapé, tirant une couverture sur mes jambes. Léo dormait dans la pièce voisine et l'appartement était calme. Daniel, salut. J'espère que je ne dépasse pas les bornes en appelant. Je voulais juste. Je voulais m'excuser. Tu t'es déjà excusé à l'hôtel. Pas correctement. Il a expiré et j'ai entendu de l'épuisement dans sa voix. J'ai regardé ta famille te traiter comme de la merde pendant 2 ans. 2 ans, Morgane. Et je me disais que ce n'était pas ma place de dire quoi que ce soit. Que Viviane grandirait, qu'ils étaient juste difficiles. Tu ne savais pas à quel point c'était grave.
J'en savais assez. Sa voix s'est durcie d'auto-réprimande. Je suis un avocat pour les droits des enfants. J'ai construit ma carrière sur la reconnaissance des dynamiques familiales toxiques. Et je suis resté là et j'ai laissé faire parce que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne méritait pas cet amour. Je ne savais pas quoi dire à cela. La crudité de sa confession m'a laissé sans voix. Cette nuit-là, a-t-il continué, quand j'ai vu le visage de Léo. Mon Dieu, Morgane, ce petit garçon regardant sa mère être détruite pour le divertissement. Je ne pouvais plus rester silencieux. Tu n'es pas seulement resté silencieux. Tu as mis fin à ton propre mariage. C'était la bonne chose à faire, la seule chose. Il a fait une pause. Je pensais ce que j'ai dit à propos de l'aide juridique. Si jamais tu as besoin d'aide pour des questions de garde ou si ta famille essaie de te harceler, quoi que ce soit, je t'aiderai. Sans condition, sans frais. Pourquoi? Parce que ton fils mérite d'avoir quelqu'un dans son coin, et toi aussi. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes tristes. Merci, Daniel, pour tout. 6 mois ont passé. Étrange comme la vie se reconstruit quand on enlève les gens qui continuaient à la démolir. J'ai reçu une promotion au travail, infirmière chef principale, service des urgences. Ma superviseure m'a appelé dans son bureau un mardi quelconque et a dit, « Morgane, tes scores de satisfaction des patients sont les plus élevés de l'unité. Tu es calme sous la pression. Tu es compatissante, et tu es exactement le genre de leader dont nous avons besoin. Félicitations. » J'ai pleuré dans les toilettes après. Des larmes de joie, le genre qui vous surprend quand vous commencez enfin à croire que vous valez peut-être quelque chose. Léo a commencé la maternelle en septembre. Il s'est fait des amis rapidement. Un petit garçon bavard nommé Olivier et une fille calme nommée Sophie qui partageaient son obsession pour les dinosaures. Son institutrice a envoyé une note à la maison après le premier mois. Léo est une joie à avoir en classe. Il est gentil, curieux et toujours prêt à aider les autres. Mon appartement était toujours petit. Une chambre, une kitchenette, des radiateurs qui grincent, mais c'était chez nous. J'ai accroché les œuvres d'art de Léo sur chaque mur, des dinosaures au crayon et des arcs-en-ciel peints au doigt et un portrait bancal étiqueté maman au marqueur violet. Ça ressemblait à un foyer. J'ai commencé une thérapie une fois par semaine, 50 minutes, à déballer 32 ans à s'entendre dire que je n'étais pas assez bien. Le docteur Chen, une femme à la voix douce et aux yeux gentils, m'a aidé à comprendre que le problème n'avait jamais été moi. Vous étiez le bouc émissaire dans un système familial qui avait besoin de quelqu'un à blâmer, a-t-elle expliqué lors de notre 3e séance. Votre valeur n'a jamais été déterminée par leur incapacité à la voir. J'ai aussi commencé à avoir des rencarts, nonchalamment, prudemment. Mathieu, un infirmier de l'unité pédiatrique m'a invité à prendre un café, puis à dîner. Rien de sérieux, mais l'idée que quelqu'un puisse vouloir me connaître, la vraie moi, semblait révolutionnaire. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la permission d'être heureuse. J'étais juste heureuse. Les tentatives de contact sont venues par vagues. D'abord, une carte d'anniversaire pour Léo. Arrivé avec 2 semaines de retard sans adresse de retour, bien que je reconnaisse l'écriture de ma mère. À l'intérieur, un billet de 100 € et un mot à notre petit-fils. Tu nous manques. J'ai mis l'argent sur le compte d'épargne pour les études de Léo et j'ai recyclé la carte. Puis un SMS d'un numéro inconnu. Viviane utilisant le téléphone d'un ami. Morgane, nous devons parler. J'ai beaucoup réfléchi. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Quelques semaines plus tard, un message vocal de ma mère. Sa voix posée sur ce ton particulier de victimisation blessée qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Morgane, cela a assez duré. La famille est la famille. Tu ne peux pas juste nous couper pour toujours. Je suis ta mère. Ne méritais-je pas une chance de m'expliquer? Je l'ai supprimé sans finir. Le plus dur est venu de mon père. Il s'est présenté à mon travail, chose qu'il n'avait jamais faite en 8 ans que j'étais infirmière. Je l'ai trouvé attendant dans le hall, l'air mal à l'aise et pas à sa place parmi les familles inquiètes et les équipements qui bipent. 5 minutes, a-t-il dit quand je me suis approché. S'il te plaît. Nous sommes sortis dans l'après-midi gris de novembre. Ta mère a du mal, a-t-il dit. Elle pleure tous les jours. Viviane ne veut pas quitter sa chambre. Le Thanksgiving familial était. Il s'est tu. Était quoi? Papa.
vide. J'ai attendu. Je sais que ce qui s'est passé n'était pas bien. L'aveu semblait lui couer quelque chose. Mais Morgane, ta mère t'aime à sa manière. Elle ne sait pas comment. Papa, je l'ai coupé doucement mais fermement. J'ai passé 32 ans à attendre que maman m'aime d'une manière qui ne fasse pas mal. Je ne peux plus attendre. Et je ne laisserai pas Léo grandir en attendant aussi. Il a hoché la tête lentement, quelque chose s'effondrant derrière ses yeux. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il comprenait. Aujourd'hui, alors que j'enregistre ceci, cela fait 8 mois depuis le mariage de ma sœur. Je suis assise dans notre petit appartement, Léo endormi dans la pièce voisine, sa veilleuse projetant des ombres de dinosaures au plafond. Demain, c'est son 6e anniversaire. J'ai un gâteau fait maison dans le frigo, au chocolat avec trop de glaçage, juste comme il aime, et un vélo d'occasion qui attend dans le box de stockage de ma voisine, emballé dans un nœud que j'ai noué 3 fois pour bien faire. J'ai eu ma promotion. Je vois quelqu'un, Mathieu, l'infirmier pédiatrique, qui me dit que je suis belle et le pense d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant. J'ai des amis qui sont présents, une thérapeute qui m'aide à déballer des décennies de dégâts, et une tante qui appelle tous les dimanches juste pour prendre des nouvelles, et j'ai mon fils. La semaine dernière, Léo a rapporté un dessin de l'école. C'était un devoir sur l'arbre généalogique, et alors que la plupart des enfants dessinaient des grands-parents et des cousins et des réseaux tentaculaires de parents, Léo avait dessiné juste 2 personnages. Une grande femme aux cheveux bruns, un petit garçon à côté d'elle tenant sa main. C'est notre famille, maman, a-t-il dit fièrement. Juste nous. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur juste à hauteur des yeux. Ma mère n'a pas cessé d'essayer de me joindre. Viviane non plus. Je reçois le message occasionnel par des parents, la rare lettre manuscrite qui va directement à la poubelle. Je ne les déteste pas. C'est la partie étrange. J'ai passé tellement de temps à être en colère contre le favoritisme, la cruauté, le millier de petites coupures d'avoir grandi invisible. Mais quelque part en chemin, la colère s'est estompée en quelque chose de plus calme. Pas le pardon, pas la réconciliation, juste la paix. Je me suis choisi. J'ai choisi mon fils. Et ce choix, aussi difficile fut-il, nous a sauvés tous les deux. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Si vous m'aviez dit il y a 1 an que je couperais les ponts avec toute ma famille, j'aurais ri ou pleuré. Probablement les deux. J'ai grandi en croyant que la famille était tout, que les liens du sang étaient indestructibles, que l'amour signifiait endurer n'importe quel traitement que vous receviez, parce que c'est ce que font les filles. Les bonnes filles, les filles loyales. J'avais tort. La famille devrait être un endroit sûr. Un espace où vous êtes célébré, pas toléré. Où votre présence est accueillie, pas militarisée. Où vos enfants peuvent grandir en sachant qu'ils sont assez exactement comme ils sont. Ma famille n'était pas ça. Ma famille était une performance. Et j'étais toujours casté comme la doublure. Voici ce que j'ai appris. Fixer des limites n'est pas égoïste. Ce n'est pas froid. Ce n'est pas abandonner les gens qui vous ont fait du mal. C'est reconnaître enfin clairement que vous méritez mieux que ce qu'on vous a donné. Vous ne devez pas votre loyauté à des gens qui ne vous respectent pas. Pas votre mère, pas votre père, pas votre sœur, personne. Je pensais que rester silencieuse me rendait forte. Que absorber chaque insulte, chaque comparaison, chaque humiliation publique prouvait d'une manière ou d'une autre ma valeur. Regardez combien je peux encaisser. Regardez comme je suis résiliente. Mais le silence n'est pas la force. Pas quand il est né de la peur. Pas quand il vous coûte votre respect de vous-même. La vraie force est de partir. La vraie force est de se choisir soi-même. La vraie force est de regarder sa mère dans les yeux et de dire « Je mérite mieux que ça ». Léo grandira en sachant que sa valeur n'est pas déterminée par la quantité de critiques qu'il peut endurer. Il apprendra que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que l'on contrôle. Il comprendra que l'amour ne ressemble pas à la moquerie publique ou à la cruauté stratégique ou aux blagues conçues pour blesser. C'est mon héritage, pas le nom de famille Dumont. Juste une mère qui a choisi son fils et elle-même. Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé aux autres, voici ce que je sais. Viviane a commencé une thérapie, selon tante Laurence. Une vraie thérapie avec un professionnel agréé travaillant sur des problèmes qui sont apparemment plus profonds que quiconque ne le réalisait. Je ne connais pas les détails et je n'en ai pas besoin.
J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère qu'elle deviendra quelqu'un capable de véritable gentillesse, mais ce n'est pas à moi d'être témoin de son voyage. Ma mère continue de me qualifier de difficile et rancunière à quiconque veut l'entendre. Elle a réécrit le récit si minutieusement que certains parents croient que l'incident du mariage était de ma faute. Que j'ai provoqué Viviane. Que Daniel a toujours été instable. Que toute l'affaire a pris des proportions démesurées. Je ne les corrige pas. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mon père m'a envoyé un SMS il y a quelques semaines. Juste 3 mots. Je suis désolé. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pas de demande de réconciliation. Je l'ai lu. Je suis resté avec un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. La guérison n'est pas linéaire et le pardon n'est pas une obligation. Tante Laurence est devenue la famille dont j'avais toujours besoin. Elle descend de Rouen tous les 2 mois pour emmener Léo au musée des enfants, me charge de Tupperware de soupe maison, et ne me met jamais une seule fois la pression pour donner une autre chance à ma mère. La famille, c'est ceux qui sont présents, m'a-t-elle dit une fois autour d'un café dans ma cuisine exiguë. Pas ceux qui partagent ton nom de famille. Elle avait raison. Daniel Mercier a envoyé à Léo une encyclopédie des dinosaures pour son anniversaire. Pas de mots, pas de conditions, juste un cadeau de quelqu'un qui se souvenait d'un petit garçon effrayé et voulait le faire sourire. Les petites gentillesses, elles s'additionnent. Elles signifient plus que 200 invités, rien ne le pourrait jamais. Alors voilà mon histoire. Un mariage qui est devenu un enterrement, pas pour un mariage, mais pour 32 ans à essayer de gagner un amour qui n'allait jamais venir. Un garçon de 5 ans qui a appris à sa mère que certaines personnes valent la peine de se battre et d'autres non. Un choix de partir, pas dans la défaite, mais dans la victoire. Je ne vous dis pas ça parce que je veux de la pitié. J'ai arrêté d'avoir besoin de pitié quelque part entre le 47e appel manqué et le premier matin où je me suis réveillé sans redouter mon téléphone. Je vous dis ça parce que je sais que je ne suis pas seul. Certains d'entre vous qui regardent ont des mères qui regardent à travers eux. Des sœurs qui sont en compétition au lieu de célébrer, des pères qui restent silencieux quand ils devraient parler. Des réunions de famille qui ressemblent à des champs de mines. Certains d'entre vous sont déjà partis. Certains d'entre vous essaient encore de comprendre comment. Et certains d'entre vous espèrent encore, comme je l'ai fait pendant si longtemps, que si vous essayez juste plus fort, aimez mieux, vous faites plus petit, finalement ils verront votre valeur. Ils ne le feront pas. Pas parce que vous n'êtes pas digne, parce qu'ils ne le peuvent pas. Et ce n'est pas votre échec à réparer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà eu à fixer des limites avec quelqu'un que vous aimiez, avez déjà eu à vous choisir par rapport aux attentes familiales, vous êtes déjà demandé si vous étiez assez fort pour partir, s'il vous plaît abonnez-vous et appuyez sur cette cloche de notification. J'ai plus d'histoires à raconter, et je pense que certaines d'entre elles pourraient vous aider aussi. Consultez la description pour une autre vidéo sur la fixation de limites avec des membres de la famille toxique. Et si vous êtes à l'aise, laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un pour votre propre paix? J'aimerais entendre vos histoires aussi. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Aucun de nous ne l'est.